Bien, bonsoir à tous. Avant-dernier cours de bactériologie. Un grand catalogue, malheureusement, pour vous parler en 1 heure des infections à bactéries anaérobies. Alors, on va essayer de faire très simple. Il y a des centaines d'espèces de bactéries anaérobies. Il y en a à peu près autant qu'il y a d'espèces aérobies chez l'homme, peut-être plus. Notre flore digestive, c'est essentiellement des bactéries anaérobies. Notre flore de bouche, c'est essentiellement des bactéries anaérobies. Et elles donnent plein d'infections. En revanche, elles ne donnent pas des infections spécifiques. La plupart de ces bactéries peuvent surinfecter une lésion déjà préinfectée, un abcès par exemple. En revanche, elles donnent très rarement indépendamment des infections qui sont liées à une espèce particulière. L'exception, c'est les Clostridium. Et on va voir 4 grandes espèces qui donnent, elles, des infections qu'il faut absolument que vous connaissiez, même si elles ne sont pas très fréquentes pour les 3 premières. Donc on va commencer avec quelques généralités très rapides. Je pense que vous avez le poly depuis un petit moment. Donc on appelle bactéries anaérobies les bactéries strictement anaérobies. Il faut se souvenir, si vous avez une petite idée de la paléobiologie, en tout cas de l'histoire de la vie sur Terre, c'est que pendant 2 milliards d'années, la vie sur Terre, elle a été totalement anoxique. Il n'y avait pas d'oxygène, donc toute la vie qui s'est développée en l'absence d'oxygène, elle était même extrêmement fragilisée par l'oxygène. Et ce qui reste des bactéries anaérobies strictes, eh bien c'est finalement la descendance de ces bactéries fossiles d'il y a très très longtemps, qui ne supportent absolument pas l'oxygène. Donc l'oxygène est toxique pour les bactéries anaérobies. Il y a un grand nombre d'espèces pour lesquelles l'oxygène est extrêmement toxique. La moindre trace d'oxygène et la bactérie meurt. L'oxygène est bactéricide sur ces bactéries-là. C'est par exemple le cas pour une bactérie du tube digestif qui s'appelle Eubacterium. On en a des tonnes dans le tube digestif. En revanche, elle est tellement sensible à l'oxydation que, 1, elle ne va pas vivre à l'air et elle sera impossible à cultiver, et 2, elle va être sensible au moindre burst oxydatif des cellules immunitaires. Donc elle ne va pas donner d'infection. Donc on va considérer, de façon très schématique, en tout cas pour les gens qui ne sont pas trop profondément immunodéprimés, que les bactéries totalement anaérobies sont non pathogènes. En revanche, dans les autres bactéries, en particulier dans le tube digestif Bacteroides fragilis, eh bien on va avoir quelques espèces qui n'aiment pas l'oxygène, mais qui peuvent survivre quelques heures en présence d'oxygène. En revanche, il est impossible ensuite de les faire repartir en culture, à l'air, il faut vraiment les mettre en anaérobiose. Eh bien, ces bactéries, on va pouvoir éventuellement les cultiver, ça c'est une première chose, mais également, leur petite tolérance à l'oxygène va faire qu'elles vont échapper un petit peu au système immunitaire et en particulier à la réaction oxydative dans les macrophages. Et elles vont donner des infections. En général, pas des infections primitives, mais des infections, des surinfections, d'infections déjà présentes. 2 conséquences à ça. Les bactéries qu'on va essayer de cultiver parce qu'elles sont anaérobies, elles présentent toujours le même type d'aspect dans une culture. Vous avez ici un tube à essai, un grand tube de 10 ml, comme vous en avez eu en TP, mais cette fois-ci, il est rempli d'un milieu de culture gélosé, une gélose solide. Si on inocule des bactéries à l'intérieur, sur toute la longueur du tube, et qu'on revient le lendemain, on voit les bactéries qui ont poussé. Mais vous voyez qu'elles ont poussé jusqu'à une certaine distance, 2, 3, 4 cm, en dessous de la surface de la gélose. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a de l'oxygène. Quand on descend, il y a encore de l'oxygène dissous, et à partir d'un certain moment, il y a suffisamment d'anoxie pour que les bactéries poussent. Donc voilà l'aspect de la croissance d'une bactérie anaérobie. Et quand on veut les faire pousser sur des boîtes de pétri, eh bien, il va falloir utiliser des milieux de culture, d'abord réduits, c'est-à-dire sans oxygène, auxquels on a retiré l'oxygène, et 2, utiliser une atmosphère anoxique. C'est très facile à faire, et on fait ça quotidiennement au laboratoire. La deuxième conséquence de la fragilité de ces bactéries, c'est que leur transport doit absolument se faire à l'abri de l'air. Et ça, ce sera votre responsabilité en tant que prescripteur de vous assurer que lorsque vous suspectez une surinfection ou une infection à bactéries anaérobies, vous envoyez bien un milieu de culture dans lequel il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Sinon, ça va arriver au laboratoire et naturellement, rien ne poussera parce que le temps de transport sera suffisant pour tuer les bactéries. Alors, les techniques de laboratoire pour l'anaérobiose sont extrêmement simples. On utilise des enceintes, vous voyez la taille d'une boîte de pétri dans cette jarre, c'est les boîtes de pétri rondes que vous avez utilisées en travaux pratiques. C'est une enceinte simplement dans laquelle on pompe l'air et on a mis également à l'intérieur un petit catalyseur. Le petit catalyseur, il fixe l'oxygène résiduel, c'est du palladium en général. Il fixe l'oxygène résiduel et il reste à l'intérieur une atmosphère sans oxygène. Et on fait la même chose dans des sachets dans lesquels on met les boîtes de pétri avec ces petits réacteur chimique dans lequel il y a à la fois le catalyseur et puis la production d'hydrogène en général, et l'hydrogène remplace
l'oxygène dans le milieu gazeux et ça permet de faire pousser très bien les bactéries courantes. Alors je vous ai dit, il y a des centaines d'espèces. Alors quand est-ce qu'on va rechercher, quand est-ce qu'on va suspecter une infection à bactéries anaérobies et quand est-ce qu'on va demander au laboratoire de diagnostiquer cette surinfection? La première chose, ça va être l'odeur. Si vous ne retenez qu'une chose, c'est ça. Les suppurations profondes avec une odeur pestilentielle. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous ont les narines particulièrement sensibles et qu'ils trouvent que Escherichia coli sent mauvais, que Pseudomonas aeruginosa sentent mauvais dans les salles de TP. Là, c'est vraiment une odeur de mort. L'odeur des bactéries anaérobies du tube digestif, c'est l'odeur d'un cadavre qui a 15 jours en plein soleil. C'est vraiment terrible. Ça, c'est le premier critère, c'est l'odeur. Le second critère, c'est quand une infection, et notamment une infection purulente, se trouve à proximité des muqueuses. Je vous ai dit que les anaérobies, c'était essentiellement chez nous la bouche, le tube digestif et notamment le bas du tube digestif, et puis la muqueuse génitale par contiguïté, en particulier chez la femme, la muqueuse vaginale. Eh bien, quand on a une infection à proximité de ces sites-là, superficielle ou profonde, eh bien, il va falloir rechercher systématiquement une surinfection par bactéries anaérobies. Troisième circonstance, lorsque vous voyez un tissu nécrotique, l'aspect nécrotique, vous voyez une plaie qui est noire, posez-vous la question d'une surinfection anaérobie. Vous voyez une gangrène, un tissu qui à la palpation a une consistance gazeuse, filante. Encore plus si vous sentez qu'il y a des bulles à l'intérieur, on en reparlera tout à l'heure, eh bien, vous allez suspecter une bactérie anaérobie qui produit du gaz, vous allez demander au laboratoire de trouver. Ces infections surviennent très fréquemment, malheureusement, en post-opératoire digestif et gynécologique lourd. Pourquoi? Parce que quand on fait des brèches dans le tube digestif, eh bien, il y a des chances qu'on contamine le site annexe. Et s'il y a un agent pathogène qui développe une infection, les bactéries anaérobies vont faire finalement leur profit de cette infection qui a commencé, elles vont aggraver l'infection. Autre circonstance importante, les pleines morsures, et ce n'est pas seulement les morsures de chiens et de chats, c'est les morsures humaines, il y a bien plus de morsures humaines que de morsures de chiens et chats. Donc sur une morsure, l'espace gingivo-dentaire, c'est plein de bactéries anaérobies. Vous mordez dans quelque chose, vous balancez des bactéries anaérobies, et certaines sont assez virulentes. Et puis, dernière circonstance, ça tombe c'est frappé au coin du bon sens, c'est lorsque vous êtes sûr que vous avez une infection, en tout cas ça paraît vraiment être une infection, notamment une infection purulente. Ce serait très bien qu'il n'y ait pas les mises à jour en même temps, super. Lorsque vous avez une culture qui est négative, alors que tout vous porte à croire qu'il y a une infection bactérienne, notamment qu'il y a un examen direct positif. Donc vous avez un prélèvement purulent. Le laboratoire vous dit qu'il voit des bactéries, et ça ne pousse pas en aérobiose, eh bien il faut se poser la question d'une culture anaérobie, et souvent on a un résultat positif. Et puis dernier critère important, en particulier en chirurgie digestive, lorsqu'on a un échec d'antibiothérapie sur une infection diagnostiquée et que le traitement antibiothérapeutique ne couvre que les bactéries aérobies, eh bien il faut se dire qu'on a laissé échapper quelque chose et c'est probablement une bactérie anaérobie. Donc échec d'antibiothérapie dirigé spécifiquement contre les bactéries aérobies. Donc cette petite checklist, gardez-la dans un coin pour vous souvenir de ce qu'il faut chercher et surtout de quand il faut le chercher. En une seule diapositive, on va faire les espèces à grammes négatifs. Des centaines d'espèces à grammes négatifs. La plus courante, elle s'appelle Bacteroides fragilis. Elle a plein de cousins. On appelle même ça les bactéries du groupe Fragilis. Puis il y a des bactéries voisines qui s'appellent les Prevotella. Peu importe, ce sont les bactéries du tube digestif, essentiellement de l'intestin grêle et du côlon. Bacteroides fragilis a une particularité, c'est qu'elle est assez tolérante à l'oxygène, donc on va la trouver assez facilement, elle va pousser au laboratoire assez facilement, et d'autre part, elle est très résistante à la bile. Vous savez qu'il y a un mécanisme de défense très important dans le tube digestif vers le bas, pour empêcher les bactéries du bas de remonter vers le haut, c'est la bile, la sécrétion biliaire. La sécrétion biliaire est très bactéricide, et bien Bacteroides fragilis arrive à résister pas mal à la bile, et arrive à monter assez haut, et notamment à donner des infections des voies biliaires, c'est dire si il résiste à ce poison que sont les acides coliques. Bacteroides fragilis, néanmoins, n'est pas un pathogène individuel, ce n'est pas une bactérie qui est une bactérie qui donne des infections monomicrobiennes en général, c'est un co-infectant, mais qui potentialise considérablement l'action d'autres pathogènes, en particulier les streptocoques pyogènes. Et puis en ce qui vous concerne et pour le traitement, dans la pratique quotidienne, il faut que vous sachiez dès maintenant
et ça je vous conseille de le noter quelque part, parce que c'est une chose qu'on oublie facilement ensuite au quotidien, notamment dans les services cliniques, c'est que Bacteroides fragilis est résistant aux pénicillines et aux céphalosporines, et notamment aux céphalosporines de 3e génération. Donc quand vous donnez du claforan, quand vous donnez de la rocéphine, quand vous donnez du Fortum, en ayant l'impression de balayer un spectre très large d'antibiotiques, eh bien Bacteroides fragilis spécifiquement échappe à ça. Toutes les souches sont résistantes aux céphalosporines de 3e génération, et ça il faut vraiment le retenir. Il arrive que les laboratoires ne rendent pas la céphalosporine de 3e génération, n'allez pas la prescrire en vous disant c'est un très large spectre, ça va marcher. En revanche, le mécanisme qui fait que c'est résistant aux pénicillines et aux céphalosporines, c'est la production d'une pénicillinase, un enzyme qui est inhibé dans l'augmentin. Vous vous souvenez, le coamoxyclave, c'est de l'amoxicilline, une petite pénicilline, une grande pénicilline, et on ajoute un petit composé qui s'appelle l'acide clavulanique, et l'acide clavulanique neutralise la pénicillinase. Eh bien, autant Bacteroides fragilis est résistant aux pénicillines, autant dès qu'on rajoute un peu d'acide clavulanique, alors la sensibilité est restaurée. Donc toutes les associations qui contiennent de l'acide clavulanique, comme le coamoxyclave, comme la ticarciline associée à l'acide clavulanique, comme la piperacilline associée au tazobactam, tout ça, ça marche très très bien. Et puis, retenez d'emblée maintenant que sur toutes les bactéries anaérobies strictes, je précise bien, il y a des composés de choix, des antibiotiques qui ne marchent que là-dessus, ou à peu près, ce sont les nitroimidazoles, dont le chef de file est le métronidazole, nom de spécialité. C'est pas les Rolling Stones, Flagyl. Ok, le Flagyl, je vais quand même vous poser une petite question, on va faire interactif aujourd'hui. Ça marche sur quoi? Sur quelle bactérie aérobie de grande importance clinique? Helicobacter pylori, bravo, je crois que vous êtes prêts pour le mois de mai. Je n'ai pas dit que je donnerais Helicobacter pylori. Bien, autre bactérie dont il faut que vous ayez entendu parler, c'est Fusobacterium necrophorum. Cette fois-ci, c'est plus le bas du tube digestif, c'est la bouche. Les Fusobacterium, c'est des bactéries en fuseau, sont très sensibles à l'oxygène, mais on arrive quand même à les faire pousser. Je vous en ai cité une ici, c'est Necrophorum, qui a un nom évocateur, pour que vous vous souveniez que ça donne des nécroses. Et là encore, c'est rarement une bactérie qui est pathogène toute seule, il faut qu'elle soit associée à une autre bactérie, elle pyogène. Et puis, Fusobacterium profite du site infectieux. Il y a néanmoins une infection particulière à Fusobacterium que vous devez connaître, au moins de nom, c'est l'angine de Vincent. C'est une angine ulcéronécrotique, très caractéristique. Ça ressemble un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on a vu des photographies de l'angine diphtérienne dans la diphtérie, une grosse angine avec un gros enduit. Bien, l'angine de Vincent, c'est une grosse nécrose blanchâtre de la gorge. Et bien qu'on arrive peu à cultiver les bactéries qui sont responsables de ça, à l'examen direct, le laboratoire voit des bactéries fusiformes, donc en forme de fuseaux, pointues aux extrémités, et des bactéries spirillaires. Et cette association fuseau-spirillaire, elle est caractéristique de l'angine de Vincent, elle pose le diagnostic. En revanche, le laboratoire de lui-même ne voit pas toujours les grammes ou ne fait pas nécessairement attention à ça. Lorsque vous avez une angine nécrotique, pensez à demander au laboratoire recherche de bactéries d'association fuseau-spirillaire qui scellerait une angine de Vincent. Et puis Fusobacterium necrophorum est impliqué dans un autre syndrome qui ne figure pas sur la diapositive, qui est une extension des inflammations angineuses, par exemple une angine virale ou une angine à streptocoque. Eh bien, il y a une extension locorégionale importante qui s'appelle l'angine de Lemierre, et Fusobacterium est en général un des co-infectants de cette angine de Lemierre. Un mot pour faire plaisir aux stomatos et aux dentistes. Il existe une bactérie anaérobie qui s'appelle Porphyromonas gingivalis, anaérobie stricte, très difficile à faire cultiver, mais à qui on attribue une pathologie, une parodontite extrêmement délabrante, donc une infection gingivale extrêmement délabrante, déchaussante, des enfants, des adolescents, qui s'appelle la parodontite juvénile et qui est une grande préoccupation des infectiologues stomatologistes. Ok, on va s'arrêter là pour les grammes moins. Sachez qu'il y a des centaines d'espèces. Retenez Bacteroides et sa résistance aux céphalosporines et sa sensibilité au coamoxyclave, et retenez Fusobacterium pour l'angine de Vincent. Bien, on change complètement de spectre, on reste dans les anaérobies strictes et on passe au Clostridium.
Famille gigantesque de bactéries essentiellement telluriques, ça veut dire qu'on les rencontre dans la terre, on les rencontre dans l'environnement. Et pourquoi on les rencontre dans l'environnement? Parce que la plupart de leur vie, elles la passent sous une forme de résistance qui s'appelle la spore. La spore, c'est à partir d'une bactérie viable et fragile, une forme de résistance dans laquelle les bactéries sont métaboliquement inactives, mais où elles peuvent résister des dizaines, voire des centaines d'années aux conditions extérieures. On verra une bactérie aérobie qui sporule dans le dernier cours, c'est Bacillus anthracis, l'agent du charbon, mais la plupart des bactéries qui sporulent sont anaérobies et les Clostridium en sont un bon exemple. Alors là aussi, il y a des dizaines, presque des centaines d'espèces de Clostridium, mais il y en a 4 qui sont absolument essentielles à connaître et on va les décliner maintenant. Vous avez sur ce joli petit dessin, c'est un dessin, un pu avec une infection à Clostridium et vous voyez des bactéries qui sont des bacilles à Gram positifs, de section assez rectangulaire, d'accord. Et les formes que vous voyez ici qui leur ressemblent, mais avec une petite boule à l'intérieur, ce sont les fameuses spores. La bactérie est en train de sporuler, elle fait une forme de résistance, et cette forme de résistance, quand elle part dans l'environnement, elle peut rester des années, et elle est extrêmement stable à toutes les conditions extérieures. Donc vous voyez ici différentes spores, ici une spore qui est subterminale, presque au bout, ici une spore terminale, c'est la forme caractéristique de Clostridium tetani. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit en TP, hein, les bactéries gram positifs, si on les décolore un peu trop, elles peuvent paraître gram négatifs. C'est le cas pour un certain nombre de Clostridium, malheureusement. Donc ça, c'est une bactérie à gram positif, mais elle apparaît rose sur la photographie. Et donc ces bactéries-là, quand on a un pu comme ça, on s'inquiète parce qu'en plus des complications locales liées à l'infection, parce que ces bactéries sont des agents d'infection locale, un certain nombre produisent des toxines, et des toxines gravissimes, notamment des neurotoxines, qui en général tuent les patients. Les 4 espèces, Perfringens, que vous devez absolument associer à la gangrène gazeuse, au moins, si vous ne pensez pas à autre chose, Tetani, le tétanos, ça c'est assez facile, Botulinum, le botulisme, et le dernier, qu'on détaillera un peu plus en détail, Clostridium difficile, la plaie actuelle des hôpitaux et des établissements de soins, parce qu'elle donne les colites pseudomembraneuses les plus graves. Pourquoi ces 4 Clostridium sont-ils différents des autres, des souches environnementales? Eh bien, c'est parce qu'ils produisent des toxines et des toxines redoutables. Si certains d'entre vous sont intéressés de pousser la question clostridiale un peu plus loin, je vous donne une source bibliographique qui figure ici, qui est celle de l'université de Madison dans le Wisconsin. Et il y a un très très joli site sur les infections à anaérobie et notamment à Clostridium avec de très bons détails et de très belles photos. Bien, alors Clostridium perfringens et la gangrène gazeuse. Ça ne donne pas que la gangrène gazeuse, Clostridium perfringens, mais c'est un pathogène majeur. C'est une grande urgence infectieuse, il faut que vous le connaissiez. Alors la photo spectaculaire, voilà la gangrène. Hein, le monsieur a fait du jardinage, il s'est piqué avec un clou rouillé ou avec une épine de rose, et voilà, une semaine après, l'état de sa main par rapport à son autre main. Bien, Clostridium perfringens, c'est une espèce tellurique, donc c'est une espèce qui va souiller tout un tas d'objets contondants, notamment elle persiste beaucoup dans la rouille, dans le fer rouillé, donc un clou qui dépasse, et le mal est fait. C'est dans le sol, donc c'est dans les engrais, c'est dans le terreau, et les gens qui font du jardinage sont assez soumis à ça. C'est d'ailleurs une espèce, la recrudescence des infections à Clostridium perfringens, c'est essentiellement en été. D'accord ? Malheureusement, elle n'est pas seulement tellurique, et on ne l'attrape pas uniquement par contact traumatique, on l'attrape aussi par voie digestive, parce que c'est un résident habituel du tube digestif. Pourquoi ? Parce que dans l'alimentation, il y a des Clostridium perfringens et on mange des spores. La première infection la plus grave, c'est quand même l'infection post-traumatique. Alors, blessure de guerre, post-chirurgicale, jardinage, bricolage, peu importe. Inoculation directe de spores dans la plaie, germination des spores, elles germent, elles donnent des bactéries actives et ces bactéries produisent des toxines. Ces toxines diffusent assez peu, ce n'est pas des neurotoxines qui vont monter le long du système nerveux, mais néanmoins, localement, elles vont faire énormément de dégâts. Elles vont donner des infections au début localisées, mais très rapidement extensives, avec une cellulite qu'on appelle une cellulite crépitante. Pourquoi crépitante? Parce que quand vous posez le pouce ou l'index sur la lésion en question, vous sentez votre doigt s'enfoncer avec un crépitement. Il y a des bulles de gaz à l'intérieur, c'est des bulles d'hydrogène. La bactérie fait son chemin en produisant de l'hydrogène dans les tissus.
Vous imaginez une fibre musculaire avec du gaz à l'intérieur, c'est plus très fonctionnel. Et la conséquence ultime de ça, c'est une nécrose musculaire dans laquelle il y a à la fois la production des toxines, c'est des hémolysines, des cytolysines intenses, donc une lyse cellulaire, une lyse des cellules musculaires, avec en plus la production du gaz. Et ça, c'est l'amputation, en général, bien plus haut que l'endroit où on voit la nécrose noire ici. Ça, ce patient va perdre ou a perdu son bras, s'il n'est pas mort. Alors ça, c'est une des voies d'inoculation, et c'est une des conséquences, c'est celle que vous devez absolument connaître, vous ne devez jamais passer à côté, et notamment si vous faites de la médecine traumatique ou de la chirurgie traumatique, post-traumatique, il faut absolument tenir compte du risque de Clostridium perfringens. Et le traitement, on va le voir, est essentiellement chirurgical. L'autre point d'entrée, complètement différent, c'est les bactéries qui sont présentes dans le tube digestif, qui, chez un certain nombre de sujets, vont transloquer, passer dans la circulation générale. On observe des septicémies, elles sont relativement fréquentes, ce n'est pas un agent rare d'infection septicémique. L'origine est intestinale, éventuellement biliaire, parce que ça peut monter, la colonisation par Clostridium perfringens peut faire vraiment une grande hauteur du tube digestif. Et puis, à retenir également, c'est historiquement, Clostridium perfringens, la septicémie mortelle des avortements clandestins, donc le 17, 18, 19e siècle, sont des périodes de l'histoire dans lesquelles des milliers, voire des millions de femmes sont mortes d'avortements qui se sont compliqués d'une infection à Clostridium perfringens. Alors pourquoi cette fois-ci la bactérie est-elle pathogène? Eh bien c'est parce que dès qu'elle passe dans le sang, elle va produire une hémolysine. En réalité, elle en produit trois hémolysines majeures. Vous vous souvenez, les hémolysines, c'est ce qui éclate les globules rouges. Eh bien, c'est exactement ce que ça va faire mécaniquement dans le sang. La présence des bactéries explose les hématies, entraîne une hémoglobinurie intense, donc une quantité de protéines anormale dans la circulation. Ces protéines vont immédiatement précipiter au niveau des tubules rénaux et provoquer une insuffisance rénale aiguë qui tue le patient. Donc finalement, le patient, dans cette infection, meurt d'insuffisance rénale aiguë. Alors c'est une hémolyse particulièrement intense. Il y a une partie de l'hémoglobine qui passe dans les urines notamment, et ça donne un aspect assez caractéristique, pas spécifique de perfringens, mais des grandes hémolyses. C'est des urines qui ont la couleur du Porto ou du Coca-Cola. Pas le goût. Hein. Troisième type d'infection, je l'ai gardé pour la femme, c'est probablement le plus fréquent, mais c'est aussi le moins grave, c'est les toxi-infections alimentaires. Clostridium perfringens, capable de produire des toxines in situ dans le tube digestif ou éventuellement dans la nourriture, est une bactérie qui va pouvoir donner des toxi-infections alimentaires, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu avec les staphylocoques dorés, par exemple. Assez douloureuses, diarrhée, nausées. Les vomissements sont rares par rapport aux infections à Bacillus cereus ou à Staphylococcus aureus, mais étonnamment de la fièvre qui peut amener peut-être plus souvent le patient à consulter. C'est assez fréquent comme type de contamination. Et chez l'enfant, il y a une forme particulière et très très grave qui s'appelle l'entérite nécrosante à Clostridium perfringens. Il est probable que Clostridium perfringens soit comme son collègue ou cousin Clostridium difficile dont on va parler tout à l'heure, soit un agent de diarrhée post-antibiotique. Vous savez, c'est ces diarrhées qu'on attrape quand on prend des antibiotiques à large spectre. On détruit la totalité de la flore du tube digestif. Il reste les Clostridium, leurs spores par exemple. Elles éclatent, les bactéries se mettent à produire de la toxine et on fait une diarrhée qui peut être plus ou moins grave. On y reviendra tout à l'heure. Donc vous voyez que cette bactérie, de l'environnement, extrêmement fréquente, donne un spectre d'infection très différent selon le mode d'inoculation. Retenez que la grande urgence, c'est quand même de la trouver soit dans une gangrène gazeuse, soit de la trouver dans une hémoculture. Et ce qui se passe, c'est qu'on a assez souvent, on peut dire qu'on a au moins 2 fois par mois, dans un labo de la taille de celui de Pontchaillou, on a au moins 2 fois par mois des patients qui font des bactériémies à Clostridium perfringens. Dans 2 cas sur 3, quand on téléphone, le résultat, on a un Clostridium perfringens, on lui dit « Ah, bah, c'est curieux, c'était une hémoculture faite de façon systématique, et le patient va très bien. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un patient qui a une petite fragilité digestive, je ne sais pas, un polype, un cancer du côlon, peu importe, enfin, une lésion digestive, et une bactérie ou 2 vont passer, et on va les trouver dans l'hémoculture à ce moment-là. Et il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas suffisamment de bactéries pour faire l'hémolyse et pour faire l'insuffisance rénale. Pour le tiers de patients restants, quand on téléphone, on nous dit « Ah oui, oh, bah, il est mort depuis 2 jours. »
Pourquoi? Parce que la vraie septicémie, c'est plus la bactériémie isolée, la ponctuelle, c'est la vraie septicémie avec Clostridium perfringens, c'est instantanément une hémolyse trop intense pour que l'organisme puisse y résister. Et donc, c'est une maladie dont on décède très facilement. Le diagnostic en 2 mots, à l'examen direct, c'est caractéristique. On voit les clostridiums, hein, donc des bacilles rectangulaires, bien gram positifs. Et ensuite, ça se cultive très très facilement, vraiment très facilement. La particularité, quand on les met dans le petit tube que j'avais représenté tout à l'heure en schéma, ça produit des quantités gigantesques d'hydrogène, c'est-à-dire que ça dilacère complètement la gélose et ça la fait sortir du tube si on n'a pas bien fermé le tube. Donc c'est de l'hydrogène produit en très grosse quantité, ça se voit très bien. Et puis si on cultive ça sur une gélose au sang, avec des hématies, mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les 3 hémolysines qui vont faire 3 larges zones d'hémolyse autour des colonies. Ça pousse très bien, très vite, le diagnostic ne pose aucun problème. Malheureusement, on arrive souvent trop tard. Dans la gangrène gazeuse, c'est l'amputation, au mieux, et dans la septicémie, eh bien, c'est souvent le décès du patient. Ah, joli bruit. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a un traitement antibiotique, puisque c'est une bactérie qui se multiplie, qui produit de la toxine, donc on va essayer, en plus de la réanimation et de la chirurgie si nécessaire, on peut la traiter par les antibiotiques, et elle est incroyablement sensible au métronidazole, ça ne vous étonne pas, vous savez maintenant que c'est l'agent de référence du traitement des infections à bactéries anaérobies, mais surtout à la pénicilline G qui est le traitement de référence. Alors quand je dis pénicilline G, pour des raisons pratiques, ça peut être également l'amoxicilline, qui a à peu près le même spectre, mais néanmoins la pénicilline G, avec son spectre encore plus étroit, est au moins aussi efficace que l'amoxicilline. Vous savez qu'elle ne se donne que par voie parentérale, à la différence de l'amoxicilline. Ok, ça c'était le gros pathogène, celui que vous devez vraiment connaître parce que vous risquez de le rencontrer. Les autres, c'est un peu plus rare. Clostridium tetani, vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus parce que c'est une maladie qui est fréquente partout dans le monde, y compris dans nos pays. On a tous les ans ici des cas de tétanos. Pourquoi? Parce que Clostridium tetani est là encore une bactérie tellurique. On la rencontre dans l'environnement, mais son écosystème de référence, c'est le tube digestif de ruminants, en particulier les ovins, donc chèvres, moutons, et le tube digestif des chevaux. Ça veut dire que tous les engrais, et notamment le bon engrais au crottin de cheval qu'utilisent les jardiniers du dimanche, est très riche en Clostridium tetani. Les spores sont extrêmement résistantes, elles persistent pendant très longtemps. Heureusement, elles infectent peu l'homme, il faut une brèche traumatique, se piquer avec une aiguille de rose, avec un outil de jardinage et se contaminer avec la spore pour éventuellement développer la maladie. Et cette maladie est d'autant plus rare qu'il existe une vaccination efficace et obligatoire en France depuis très longtemps. Néanmoins, un certain nombre de gens oublient qu'il faut des rappels vaccinaux, d'une part, et un certain nombre de gens ont pu échapper à la vaccination ou mal y répondre. Et là peut se produire une infection gravissime qui est due à un seul facteur de virulence, mais de taille, une neurotoxine qui s'appelle la tétanospasmine, qui n'est pas présente dans toutes les souches de Clostridium tetani. Comme souvent les facteurs de virulence, vous vous souvenez, elle est portée par un virus de bactérie, par un phage. Ça veut dire une chose, c'est que trouver Clostridium tetani dans un prélèvement, quel qu'il soit, environnemental ou humain, ne signe absolument pas un diagnostic de tétanos. Alors quelles sont les infections? Ce sont des infections tissulaires post-traumatiques, toutes sortes de plaies souillées, ça peut être post-chirurgical, ça peut être, et ça c'est pas anodin du tout, une forme de tétanos caractéristique, c'est le tétanos ombilical, c'est au moment de la coupure du cordon ombilical, eh bien, il peut y avoir une souillure par une spore tétanique, et là, une infection gravissime du nouveau-né. Il y a un pic estival parce que c'est une maladie du jardinage, et ça ne survient que chez des gens qui n'ont pas eu de rappel vaccinal depuis 10 ans, en particulier chez des sujets âgés qui ont oublié ça depuis longtemps. Le tétanos, c'est une maladie relativement unique, c'est une paralysie, mais c'est une paralysie spastique. La neurotoxine, la tétanospasmine, c'est une neurotoxine qui va entraîner une contraction de tous les muscles striés. C'est-à-dire que lorsqu'on a un fléchisseur et un extenseur, les deux muscles vont être totalement tétanisés. Comment ça se passe? À partir du site d'infection, il y a une éclosion de la spore,
et une multiplication des bactéries. La spore en elle-même ne produit pas, je vous l'ai dit, les spores sont inactives, elle ne produit pas la toxine, mais dès que la bactérie se multiplie localement sur le site infecté, il y a une synthèse de la neurotoxine. L'incubation est relativement longue par rapport à la plaie initiale. Pourquoi? Eh bien parce que l'effet de la toxine ne se produit qu'après une ascension complète des motoneurones jusqu'à la moelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le site infectieux est près des synapses, alors ça va être court comme incubation, 2-3 jours. Si en revanche c'est une plaie du bout du pied, eh bien on va avoir à attendre plus longtemps pour voir les signes se déclencher. Le fonctionnement de la toxine, c'est une inhibition de la transmission cholinergique, donc ça va entraîner une absence de frénation de la stimulation musculaire, donc une contracture généralisée. Cette contracture généralisée va en général apparaître au niveau de la face, avec un trismus, donc une contraction irrépressible des masséters, un aspect très caractéristique en sourire sardonique. On a l'impression que les gens sourient, ils ne sourient pas, ils ont une contraction totale des masséters. Ensuite, des contractions spasmodiques généralisées de tous les membres, et ça va se terminer par une forme caractéristique, en tout cas dans les formes graves, qui s'appelle l'opistotonos. Je vais trouver une jolie gravure d'un chirurgien écossais qui s'appelle Charles Bell, qui était aussi un grand peintre. Voilà l'opistotonos, opisto en arrière, tonos, le tonus en arrière. Vous voyez que finalement, quand on contacte tous les muscles striés de l'organisme, qu'est-ce qui se passe? On obtient un patient qui est complètement arqué. Je reviens en arrière. Comment va survenir le décès? Parce que c'est en général une maladie mortelle. Eh bien, par un spasme laryngé et donc une asphyxie du patient. Comment se fait le diagnostic? C'est un diagnostic clinique. C'est pour ça que j'insiste sur ce sujet. Ça ne va pas être la bactériologie, ça va vraiment être le contexte clinique et également le contexte vaccinal, par exemple, l'âge du patient, son origine géographique et ainsi de suite. C'est une maladie qui est vraiment grave, c'est une maladie qui signe que la vaccination n'a pas été efficace. Elle est à déclaration obligatoire, ça aussi c'est important. Le diagnostic ne va pas être un diagnostic par les antibiotiques en premier rideau, ça va être la réanimation. Vous imaginez bien que si un patient arrive aux urgences avec un tétanos, c'est la réanimation qui est importante. Et sur la plaie, là où prolifèrent encore les bactéries qui produisent la toxine, naturellement une intervention chirurgicale, une mise à plat, un parage complet et propre. Il y a un traitement rare dans les infections bactériennes, on l'avait vu avec certaines intoxinations, c'est la sérothérapie. Donc là, on va donner des anticorps et on va également revacciner. Alors je vous demande de retenir vraiment ces deux choses. L'urgence pour le traitement, c'est la sérothérapie, mais il faut revacciner. Alors on martèle tellement ces deux consignes, sérothérapie et revaccination. Pourquoi? Parce que la vaccination en quelques jours va permettre de fournir des anticorps endogènes efficaces. On martèle tellement ça que parfois les plus jeunes oublient la sérothérapie. Et ils se disent que, bon, ils ont vérifié l'état vaccinal, le patient ne se souvient plus quand il a été vacciné, sa famille non plus, on refait juste une vaccination, on ne fait pas la sérothérapie. N'oubliez pas que ce sont les deux qui sont importants. Et puis, la bactérie est très très sensible à la pénicilline G, donc s'il y a encore une plaie importante, si elle a nécessité une intervention chirurgicale, eh bien on va également donner de la pénicilline G en complément du traitement. D'accord? Réanimation d'abord, néanmoins, hein, c'est une grande urgence. Troisième Clostridium, Clostridium botulinum, bactérie beaucoup plus rare, alors qu'elle est très présente dans notre environnement. Elle donne une maladie gravissime qui s'appelle le botulisme. Là encore, une bactérie de l'environnement. Là encore, une bactérie tellurique, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans le tube digestif des animaux qu'on va la trouver le plus, on va la trouver dans les sédiments aquatiques. Alors je ne dis pas dans l'eau, mais je dis vraiment dans les sédiments aquatiques, c'est-à-dire que dans une mare ou au bord de la mer, on ne va pas trouver ça dans l'eau, on va trouver ça vraiment en profondeur, dans la vase, dans la boue. Et en général, on n'a pas accès à cette région, en tout cas, et les animaux qui se nourrissent dans ces biotopes, en tout cas les gros animaux, et je pense aux oiseaux en particulier, n'ont pas accès à ça. C'est néanmoins une maladie de la sécheresse pour les animaux. Elle touche très fortement les oiseaux, notamment les oiseaux sauvages, et les cygnes, notamment les canards plongeurs notamment,
Lors des périodes de sécheresse, et ça a été le cas en 1976, mais ça a été le cas beaucoup plus récemment dans les grandes sécheresses qu'on a connues au cours des dernières années, eh bien, le niveau d'eau dans des parcs régionaux comme la Brière, par exemple, chez nous, font que les cygnes qui d'habitude plongent la tête sous l'eau pour aller manger des algues et des herbes, vont réussir à atteindre ces sédiments et vont se contaminer. Et la plaie dans ces régions-là, ce n'est pas la grippe aviaire en ce moment, c'est vraiment, dès qu'il y a une diminution du niveau d'eau, c'est la présence d'animaux lourdement contaminés par Clostridium botulinum, avec un risque éventuellement associé pour l'homme. Là encore, c'est une bactérie qui produit une neurotoxine. Et cette neurotoxine donc, fonctionne de façon finalement radicalement différente de la précédente, puisqu'elle est anticholinergique. C'est la toxine la plus puissante qui existe parmi les exotoxines, c'est-à-dire c'est le poison qu'on peut purifier, probablement le plus actif. Ça a donné des idées aux militaires, puis ensuite aux gens qui veulent du mal à la société en général. Et c'est un risque bioterroriste que celui d'une contamination, par exemple, de citernes d'eau par de la toxine botulinique. C'est une toxine qui est pathogène à des concentrations qui sont absolument ridicules. Elle est, par exemple, 100 fois plus active que la toxine tétanique qu'on vient de voir et qui donne déjà un syndrome terrible. Le botulisme classique, celui que vous devez connaître impérativement, c'est une intoxination, c'est-à-dire que c'est une injection de la toxine préformée dans les aliments. Alors, dans quels aliments va-t-on trouver de la toxine botulinique? Pas dans les aliments qu'on trouve couramment en France. Il va vraiment falloir des conditions de préparation, notamment des viandes, par des méthodes de conserve artisanales, dans lesquelles l'oxydation et la chaleur n'auront pas été suffisantes pour tuer la bactérie. Ça arrive très très rarement chez nous, ça arrive beaucoup plus en Europe de l'Est par exemple, où on pratique des techniques de salaison pour garder la viande, ou des techniques de fumage dans lesquelles les bactéries vont proliférer. Et l'ennui avec Clostridium botulinum, c'est que ça ne modifie pas le goût des aliments. Ça donne éventuellement une petite odeur de beurre rance, mais ça ne modifie pas le goût des aliments. Donc les gens peuvent manger un jambon ou des conserves qui sont avariées et faire un botulisme. Il y a plusieurs sérotypes de Clostridium botulinum. Ceux qui sont importants, c'est le sérotype A et le sérotype B. B en Europe, A aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est plutôt les conserves. En Europe, c'est plutôt la préparation artisanale du cochon et notamment des jambons, salaison de jambon. L'incubation, plus rapide que pour le tétanos, 12 à 48 heures. Et elle est suivie par des troubles digestifs extrêmement importants. À la base, cette neurotoxine a un effet donc très différent de celle du tétanos. Elle entraîne une paralysie flasque, mais une paralysie généralisée, fibre lisse et fibres striées. Les troubles digestifs sont au premier plan au début, mais ils sont peu spécifiques. Vomissements, diarrhée, douleur abdominale. En revanche, ce qui va immédiatement attirer l'attention du clinicien, c'est très rapidement la dysphagie, c'est-à-dire un début de paralysie. Et cette dysphagie, c'est difficulté à avaler, mais surtout difficulté à parler. On va avoir l'impression que le patient prononce des propos incohérents, qu'il a la bouche complètement pâteuse, et au bout d'un certain temps, on ne le comprend plus du tout. Associé à ça, des paralysies oculaires, des diplopies, donc des troubles de la vision que le patient va pouvoir décrire au début de la maladie, et puis des atteintes généralisées de toutes les fibres musculaires, pour terminer avec une paralysie flasque qui va toucher les muscles respiratoires, en particulier les muscles de la cage thoracique, les intercostaux par exemple, qui va provoquer une asphyxie et le décès rapide du patient. C'est une maladie absolument redoutable. Alors ça, c'est le botulisme classique. On connaît en général que celui-là. Moi, je voudrais quand même que vous sachiez qu'il y a une forme qui est vraiment importante, qui est le botulisme alimentaire infantile, qui cette fois-ci n'est pas la consommation par un nouveau-né d'une tranche de jambon avariée, c'est pas d'habitude ce qu'on met dans leur alimentation, mais c'est l'ingestion d'aliments qui sont contaminés par les bactéries. Il n'y a pas besoin que la toxine se soit formée, il suffit qu'il y ait des spores bactériennes présentes dans l'aliment. Et là, elles vont éclore, et comme le nouveau-né a une réponse immunitaire qui est insuffisante pour contrer l'éclosion de ces spores et le développement, même à minima, de Clostridium botulinum, il va y avoir synthèse de la toxine, et elle est tellement active, cette toxine, que ça va atteindre l'enfant. Et puis, dernière infection, qui n'est pas anodine dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, en particulier les gens qui s'occupent d'oiseaux sauvages notamment, c'est l'infection post-traumatique, c'est-à-dire contamination par des spores, quelqu'un qui ramasse des cadavres d'animaux qui sont morts, notamment des cadavres d'oiseaux sauvages.
Éclosion des spores sur le site infecté, un peu comme pour le tétanos, production de toxines, et à ce moment-là, une forme de clostridium, de botulisme, qui est en général un petit peu moindre que le botulisme classique d'intoxination. D'accord ? Alors, naturellement, je pense que vous le savez, la toxine botulinique a trouvé récemment une grande publicité qui n'est pas le bioterrorisme ni l'utilisation militaire, c'est le fameux Botox. Donc c'est une toxine qui est absolument relaxante, musculaire, et quand on l'injecte localement en quantité microscopique, nanoscopique on va dire, eh bien on va obtenir un relâchement, en particulier des muscles tenseurs qui forment les rides sur le visage, et associé à des remplissages au collagène, c'est maintenant de très très loin la principale intervention de chirurgie esthétique dans le monde. Donc c'est une utilisation qui est dangereuse, extrêmement dangereuse, temporaire seulement, et qui sort un petit peu du cadre de ce cours. Néanmoins, souvenez-vous que cette toxine, alors ça s'appelle la toxine botulique, bien que ça s'appelle botulinum, ne dites pas botulinique, c'est la toxine botulique. Et cette toxine est purifiée. On se dit que si on la purifie pour en faire le commerce, eh bien des gens peuvent avoir l'idée de la purifier pour en faire autre chose, et notamment la lancer sur d'autres gens. Le diagnostic, il est très particulier, impossible de détecter la bactérie. Dans le botulisme classique en particulier, la bactérie n'est jamais présente. En revanche, la toxine est tellement toxique qu'il va suffire de prendre un peu du sérum du patient et de trouver un bon modèle animal, d'injecter quelques microlitres de sang du patient, de sérum du patient, par exemple par voie intrapéritonéale chez une souris. Donc vous prenez la souris, vous tendez la peau du ventre, vous rentrez à l'intérieur avec une petite seringue à insuline, et vous lui mettez ça dans le ventre et vous regardez si elle fait une paralysie flasque. Vous faites 2 lots de souris, un lot pour observer la paralysie éventuelle, et un lot où dès que la paralysie interviendra, vous mettez une antitoxine pour confirmer que si elle est paralysée, si les souris sont paralysées, on arrive à contrer les effets par une antitoxine. Bon, c'est un diagnostic qu'on fait, nous, 1 ou 2 fois par an ici. On sort une souris de l'animalerie et puis on lui met le sérum du patient. Je n'ai jamais vu de botulisme de ma vie, donc je ne peux pas vous donner d'expérience vécue. Le traitement est naturellement, comme pour le tétanos, avant tout un traitement symptomatique. Il faut espérer que le patient va continuer à respirer. Il y a une persistance très importante de la toxine, jusqu'à 3 semaines dans le sérum. Donc c'est vraiment, on peut faire un diagnostic rétrospectif, mais c'est surtout une persistance du risque clinique important. Donc c'est un travail de réanimation. On a proposé de la sérothérapie, mais vous pensez bien qu'une toxine aussi active, qui est déjà fixée sur la plaque motrice et qui exerce ses effets, elle est à l'abri des anticorps. Et donc la sérothérapie est très discutée et elle n'est plus recommandée à l'heure actuelle. OK. Bien. On a un quart d'heure pour parler de Clostridium difficile et des colites pseudomembraneuses. C'est un sujet vraiment d'importance parce que ça, à la différence des maladies rares que je viens de vous présenter, c'est une maladie super courante et puis c'est une maladie extrêmement publicisée. Pourquoi ? Parce qu'elle est en passe de devenir la première infection nosocomiale grave dans tous les pays développés. Et infection nosocomiale, là encore, au sens large du terme, ce n'est pas seulement une infection hospitalière, nosocomiale veut dire acquis au cours des soins. Donc ça va survenir chez des patients hospitalisés, mais ça va également survenir chez des patients de ville, traités, et traités par quoi ? Par les antibiotiques. Je voulais à la fin de cet enseignement assez général et un peu superficiel de microbiologie que vous avez eu au cours de cette année, je voulais quand même vous rappeler ce qu'on a évoqué en TP, c'est qu'il existe des infections qui sont consécutives au traitement d'autres infections. Chaque fois que vous donnez un antibiotique, je crois que j'ai suffisamment insisté là-dessus, vous altérez de façon considérable, majeure, la flore commensale des patients, notamment la flore digestive. Et si vous altérez cette flore suffisamment, eh bien, il va y avoir toujours un micro-organisme, ou 2 ou 3, qui vont trouver leur chemin et remplacer les bactéries qui sont mortes. Et ce remplacement des bactéries commensales par des micro-organismes pathogènes, ça va donner une infection secondaire qui est uniquement liée à la prise d'antibiotiques. C'est malheureusement un effet incontournable, donc il ne faut pas dire que chaque fois qu'on donne des antibiotiques, on rend malade les patients et qu'on aurait pu l'éviter. Malheureusement, il faut donner les antibiotiques à bon escient parce que ça traite miraculeusement des infections, mais néanmoins, vous devez toujours avoir à l'idée la conséquence d'une infection secondaire, et notamment de cette fameuse colite pseudomembraneuse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Clostridium difficile ? Là encore un Clostridium, gros bacille, gram positif, carré. Celui-là, on l'a dans le tube digestif parce qu'il est présent dans le tube digestif de tous les mammifères, en particulier des ruminants.
Chaque fois qu'il est émis dans les déjections de ces animaux, eh bien, les spores qui se forment, puisque c'est un clostridium, vont persister dans le milieu extérieur, et il va y avoir toutes sortes de contaminations possibles par les aliments qui ont été souillés par ces déjections ou par de l'eau qui contient des spores. Le portage asymptomatique est extrêmement fréquent. Il y a 3% de la population à un instant donné, en prévalence, qui porte Clostridium difficile, mais on pense que chacun de nous, dans sa vie, porte Clostridium difficile à un moment ou à un autre. Alors, un peu comme pour le tétanos et le botulisme, les toxines sont encodées par des gènes qui ne sont pas présents dans toutes les souches. Il faut des gènes particuliers, et ces gènes ne sont pas présents dans toutes les souches de Clostridium difficile. Donc, chez les adultes, en bonne santé, et qui n'ont pas reçu d'antibiotiques, les souches toxinogènes sont rares. Ce qui est très étonnant, c'est que chez les nourrissons, il y a plein de Clostridium difficile dans le tube digestif. Le portage monte cette fois-ci de 20 à 70% selon les études, et ces souches-là sont toxinogènes. Et ce qui est incroyable, c'est que chez le nourrisson, la présence de souches toxinogènes qui donneraient une colite pseudomembraneuse éventuellement chez un adulte est sans effet. Les nourrissons, on va dire jusqu'à l'âge de 1 mois et demi, un nourrisson n'est pas sensible à l'infection par Clostridium difficile. C'est vraiment une particularité qu'on n'explique pas tout à fait maintenant. Il n'y a probablement pas le récepteur à la toxine chez le nourrisson. C'est un mécanisme qui survient avec plus de maturité de l'organisme. Et puis, ce qui est bien plus important, c'est que jusqu'à 20% des patients hospitalisés sont colonisés avec des souches, cette fois-ci toxinogènes, et c'est à partir de ce pool de patients très important que vont se faire les infections. De temps en temps, dans un service, à la suite d'un traitement antibiothérapeutique, ou bien à l'extérieur, dans la communauté, à la suite encore d'un traitement antibiotique, il va y avoir un patient qui fait une de ces infections très graves qu'on va préciser dans un instant. Eh bien, l'essentiel de la transmission à ce moment-là, et ce qui fait que cette bactérie est redoutable, c'est que cette souche toxinogène qui a donné l'infection, qui est présente dans les selles, va contaminer d'autres hommes. Il y a une véritable contamination interhumaine qui n'existait naturellement ni dans le botulisme, ni dans le tétanos, ni avec Clostridium perfringens. Et la transmission est orofécale, et le portage, comme la plupart des germes d'infection nosocomiale, comme les staphylocoques dorés, c'est le manuportage. Vous travaillez dans un service dans lequel vous ne lavez pas les mains, vous passez chez un patient qui a une diarrhée, une colite pseudomembraneuse, il y en a partout dans la chambre, il y a des spores partout. Les gens qui nettoient le patient, les infirmières qui s'en occupent, vous qui auscultez le patient, vous sortez de la pièce, vous avez des spores de Clostridium sur les mains. Vous, ça ne va rien vous faire, parce que vous avez une flore digestive importante de barrière, donc même si vous légez les doigts, il n'y a pas de problème. Vous allez éventuellement vous coloniser légèrement, mais sans effet. En revanche, le patient d'à côté, chez qui vous allez passer sans vous être lavé les mains, qui lui a une flore fragilisée parce qu'il a besoin d'un traitement antibiotique, lui il va faire une infection, et ça va se propager dans les établissements de soins comme ça, de façon importante. Le pouvoir pathogène, il est assez simple. Clostridium difficile est responsable de la quasi-totalité des colites pseudomembraneuses. Là, vous devez vraiment retenir ce terme. Alors ça, c'est des pathologies peu fréquentes, les colites pseudomembraneuses. En revanche, ce qui est très fréquent, c'est quand on prend des antibiotiques, c'est d'avoir la diarrhée. Dès qu'on prend plus d'une semaine d'antibiotiques, on a la diarrhée, tout le monde à peu près. Et là, 15 à 25% des diarrhées post-antibiothérapie sont des diarrhées qui sont dues à Clostridium difficile. Donc vous voyez d'emblée déjà deux pouvoirs pathogènes différents. Un pouvoir pathogène très important, c'est la colite pseudomembraneuse, forme grave, mais un pouvoir pathogène mineur qui est la diarrhée post-antibiotique, mais qui touche une très vaste gamme de gens, de patients recevant des antibiotiques. Donc c'est vraiment la première cause de diarrhée infectieuse nosocomiale en ville comme à l'hôpital. Quels sont les facteurs de l'infection? Il y a un facteur bactérien, c'est la sécrétion de toxines. Seules les souches qui produisent de la toxine vont donner des signes infectieux. Et naturellement, je vous l'ai précisé, c'est l'antibiothérapie qui favorise l'implantation de ces bactéries. On n'a pas encore vraiment une idée parfaite des antibiotiques qui donnent le plus des infections à Clostridium perfringens. À Clostridium difficile, on a dit pendant très longtemps que c'était la clindamycine qui était l'agent le plus important. Ensuite, on a dit que c'était l'augmentin. On est sûr d'une chose maintenant, c'est qu'il y a une grande épidémie dans le nord de la France, dont je vous parlerai en conclusion. Cette grande épidémie dans le nord de la France, elle semble spécifiquement liée à l'utilisation de fluoroquinolone, qu'on ne suspectait pas du tout
comme étant à l'origine d'infections à Clostridium difficile. Pourquoi? Parce que les Clostridium difficile, d'habitude, sont sensibles au fluoroquinolone. Eh bien, la souche du Nord, le fameux Clostridium difficile O27, il est résistant au quinolone. 500 000 cas par an. Alors, vous voyez que c'est un peu autre chose que les petites pathologies très spectaculaires dont on a parlé souvent en cours ici. Je ne sais pas, la méningite à méningocoque, par exemple, ou la listériose, maladie extrêmement grave que vous devez connaître, mais qui touche 200-300 patients par an. Là, c'est 500 000 cas par an, c'est vraiment autre chose. Gros impact économique, problème de santé publique. Alors, quelles sont les formes cliniques? Diarrhée simple, ça c'est le plus courant, une diarrhée modérée, pas de signes généraux, et si d'aventure on fait une coloscopie, on a une muqueuse qui est en général normale ou à peine érosive. Le grand diagnostic d'urgence coloscopique, c'est cette fameuse colite pseudomembraneuse, qui ne représente que moins de 10% des affections à Clostridium difficile, mais dont c'est la forme gravissime. Une diarrhée liquide extrêmement abondante, hétérogène, grumeleuse, ça dure plus de 7 jours, donc on ne risque pas de passer à côté. Elle n'est jamais sanglante, ça c'est vraiment important aussi. Elle est fébrile, elle est très douloureuse, il y a vraiment des épreintes, le patient a mal. Elle est très souvent accompagnée d'une hyperpolynucléose, donc sanguine, et naturellement elle entraîne, si elle dure plus de 7 jours, une déshydratation des patients, qui en ville notamment est péjorative. À l'hôpital on peut toujours poser une perf, en ville ce n'est pas toujours le cas. Et le diagnostic cette fois-ci va être endoscopique, et là les souches productrices de toxines vont produire des lésions jaunâtres qui sont très spectaculaires et caractéristiques et qu'on appelle des pseudomembranes, par analogie avec ce qu'on avait vu avec la diphtérie. Voilà l'image d'une muqueuse. Alors là, ce qui reste de la muqueuse rose, c'est à peu près ce que vous voyez là. Les énormes plaques ici, faites de fibrines, de bactéries, voilà ces plaques qui sont responsables de la colite. Vous imaginez qu'avec un tube digestif comme ça, le patient ne va pas bien. Il y a des complications à ça, c'est déjà une maladie grave, mais il y a des complications importantes, et notamment la perforation colique, ou ce qu'on appelle le mégacolon toxique. Et là, c'est un grand délabrement digestif, la translocation, le passage de bactéries dans la circulation sanguine notamment, un choc. Et là, c'est une maladie qui fait qu'on a une mortalité qui est importante, puisqu'elle est de 0,5 à 3% en temps normal, donc pour une colite pseudomembraneuse, qui est déjà grave, 0,5 à 3% de mortalité, et 35 à 50% de mortalité si on a une complication de type mégacolon toxique ou perforation du côlon. Et puis le gros problème avec cette infection, c'est qu'une fois que vous avez fait une infection à Clostridium difficile, une colite pseudomembraneuse, il y a de fortes chances pour que vous en refassiez au cours de votre vie, et notamment au décours d'un traitement antibiotique, puisqu'il y a 20% de récidives au moins. Alors on ne sait pas si ces récidives sont toujours des rechutes ou si ce sont des réinfections. On a démontré que les deux étaient possibles. La physiopathologie, je ne vais pas la détailler du tout. Simplement, sachez que la bactérie est d'une part capable d'adhérer. On a vu que c'était une étape essentielle de l'infection. Donc elle adhère vraiment bien dans la couche de mucus qu'elle modifie. Et il semble qu'elle détruise la flore qu'il y a autour pour faciliter son implantation. Et puis ensuite, il y a la production des toxines. Elles sont au nombre de 2, toxine A et toxine B. Et ces deux toxines, ensemble, vont concourir à faire une inflammation intense, celle que vous avez vue, et qui forme les fameuses pseudomembranes. D'accord ? La toxine B est, semble-t-il, plus diffusible et plus délétère, puisqu'elle pénètre dans les tissus sous-muqueux, et elle aurait la responsabilité des effets généraux de l'infection quand elle est grave. Ce qui est plus important pour vous de retenir, c'est le diagnostic des infections des colites pseudomembraneuses à Clostridium difficile. Et là, encore, on sort du schéma classique de la culture de la bactérie. C'est d'abord et avant tout la détection des toxines dans les selles qui va permettre de dire il y a infection ou pas. Puisqu'il y a des souches qui ne produisent pas de toxines et qui ne sont pas pathogènes, diagnostiquer Clostridium difficile par la culture, ce n'est pas un diagnostic de l'infection. Le diagnostic de l'infection, c'est la présence des toxines. Et ça, on sait le faire dans les selles, parce que l'infection est tellement importante, notamment dans la colite pseudomembraneuse, qu'il y a énormément de toxines qui passent dans les selles. La toxine, elle se met en évidence de façon difficile par un test de cytotoxicité. Quand vous avez une toxine, si vous n'avez pas de modèle animal facile, comme tout à l'heure la souris pour la toxine botulique, eh bien, vous pouvez faire ça sur des cultures cellulaires. Donc, il y a un test de référence, une méthode de référence extrêmement sensible,
ça marche toujours quand il y a de la toxine. C'est très spécifique de la toxine. Ça ne marche pas, il n'y a pas d'effet si ce n'est pas la toxine Clostridium difficile. Donc c'est la méthode de référence. Et on met un filtrat des selles du patient au contact d'une culture cellulaire. D'accord ? Et on recherche des modifications, des altérations de la forme des cellules. C'est un effet cytopathique. Et pour vérifier que c'est bien la toxine, si on observe ces anomalies de fonctionnement des cellules, eh bien on met un anticorps pour neutraliser et pour montrer que ce qui a altéré les cellules, ce n'est pas une dégradation non spécifique, c'est vraiment la toxine. Alors ça, c'est le test de référence. On le fait par exemple ici, à Pontchaillou, mais ça se fait dans assez peu de centres hospitaliers parce qu'il faut des cultures cellulaires, il faut les anticorps neutralisants, il faut des gens spécialisés pour tester. En revanche, ce qui se fait absolument partout, y compris dans les plus petits laboratoires de ville, ce sont des tests immunoenzymatiques qui sont tout simples. Ça se fait sur des petites cartes, un peu comme les tests de recherche des streptoas dans la gorge, et ça détecte les toxines A et B, avec une sensibilité qui, elle, malheureusement, est assez variable. On met une goutte de sel des patients sur cette petite carte en papier, et on regarde si on a une réaction plus ou moins, comme un test de grossesse. Malheureusement, ça marche selon les études, ça va de 50 à 80%, selon les fabricants, naturellement 95%, mais ce n'est pas très sensible. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont faire une infection à Clostridium toxinogène et qui ne vont pas être positifs avec le test. En revanche, c'est quand même un test qui est très rapide, ça a vraiment un gros avantage, et d'autre part, il a une bonne valeur prédictive négative, et quand c'est négatif, on peut raisonnablement penser que le patient n'a pas, en tout cas, une forme grave de colite pseudomembraneuse. On peut cultiver les bactéries, c'est très difficile, néanmoins, c'est une recommandation maintenant, puisqu'il existe un clone épidémique en France, c'est une recommandation qu'on a redonnée au laboratoire. C'est anaérobie stricte, ça cultive uniquement sur des milieux spécialisés. Il y a un milieu qui s'appelle le milieu CCFA, par exemple, qui est un milieu avec des antibiotiques notamment. Il faut 48 heures d'incubation, en anaérobiose naturellement. Le diagnostic, il se fait plus qu'autre chose à l'odeur que prennent les boîtes quand les bactéries poussent. Et ça sent vraiment le crottin de cheval. Vous avez l'impression de rentrer dans une écurie. Dans le laboratoire, une boîte comme ça, on a l'impression qu'on a mis un cheval dans le laboratoire et qu'il y restait 2 jours. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ce diagnostic ? Eh bien, quand il y a une épidémie, il faut tracer les souches. Et il faut voir notamment si ce n'est pas ce fameux type épidémique au 27. Et puis surtout, vous allez voir que le traitement est assez facile. Il n'y a que 2 antibiotiques qu'on donne pour traiter les infections à Clostridium difficile. Et malheureusement, il y a une évolution de la sensibilité. Il y a de nombreux cas, on traite beaucoup de patients, et il faut vérifier la sensibilité aux antibiotiques. On va voir également que le sérotype épidémique au 27, celui du nord de la France, il a des résistances caractéristiques, notamment aux macrolides et aux quinolones, alors que Clostridium difficile est d'habitude naturellement sensible à ces 2 familles. Ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que c'est très sensible toujours au flagile, métronidazole, c'est très sensible à la vancomycine et à l'acide fusidique. Le traitement va reposer sur le flagile et la vancomycine. Alors ça, il faut absolument le retenir. C'est un traitement très spécifique. On va donner de la vancomycine. Vous savez que la vancomycine, vous vous souvenez des travaux pratiques, je vous ai dit, ça se donne exclusivement par voie parentérale. Eh bien ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Comme la bactérie qu'on veut atteindre, elle se trouve dans le tube digestif, que la vancomycine n'est pas absorbée par voie orale, eh bien on va faire des sirops à la vancomycine et on va donner du sirop au patient pour que ça reste dans le tube digestif. Donc un mot sur ce fameux clone épidémique. La souche s'appelle O27, elle a émergé en Amérique du Nord, essentiellement au Canada, grande épidémie à Montréal il y a déjà 7 ou 8 ans, et elle s'est étendue en Europe via le Royaume-Uni, essentiellement dans les pays du Benelux, et malheureusement par contiguïté nord de la France, jusqu'aux Ardennes, mais c'est surtout dans la région lilloise que c'est vraiment important. Et c'est une souche qui hyperproduit sa toxine, par un mécanisme génétique que je ne vais pas détailler là. Elle est plus toxique que les autres, elle donne plus de colite pseudomembraneuse, et ça préoccupe beaucoup les autorités sanitaires, et ça préoccupe beaucoup les patients. Et il y a un certain nombre de patients, je ne vais pas dire un nombre certain, parce que je crois qu'il n'y a eu en tout en France que 3 ou 4 décès, mais quand même 3 ou 4 décès de colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile, et ça c'est un peu ennuyeux.
Et pour caractériser ce clone O27, pour le différencier des souches tout venant qui existent partout dans les hôpitaux, il faut absolument isoler la souche. Donc il faut que les laboratoires se mobilisent pour isoler les bactéries. Comment est-ce qu'on va la reconnaître, cette souche? Elle est résistante aux macrolides, elle est résistante à la rifampicine, et elle est résistante aux fluoroquinolones. Et des études épidémiologiques bien claires maintenant ont montré que ce n'était pas la clindamycine, ce n'était pas l'augmentin, ce n'était pas l'utilisation des céphalosporines, comme on disait avant, qui donnait des colites pseudomembraneuses à Clostridium difficile, c'est l'utilisation des fluoroquinolones, en particulier du Ciflox. D'accord? Pourquoi? Parce que cette souche particulière, toxinogène, est résistante au Ciflox. Elle se transmet de façon orofécale, essentiellement par manuportage, mais y compris dans les familles à l'extérieur de l'hôpital. Le traitement, en général, en tout cas pour les diarrhées non compliquées, un peu moins pour les colites pseudomembraneuses, l'arrêt de l'antibiothérapie est suffisant pour supprimer, pour arrêter la maladie. 25% de guérison dans les 48 à 72 heures. C'est facile de dire qu'on arrête les antibiotiques, mais si le patient est en train de mourir d'une autre infection, on est quand même forcé de garder les antibiotiques. D'accord ? Donc arrêt de l'antibiothérapie, oui, si on peut le faire. Et en général, si on donne une antibiothérapie, et maintenant vous êtes particulièrement apte à prescrire des antibiotiques, eh bien, vous devez savoir que si vous les prescrivez à bon escient, il n'y a pas de raison de les arrêter. Alors, si on a une persistance des symptômes, ou si l'arrêt de l'antibiothérapie est impossible, le schéma thérapeutique est le suivant. On essaye d'abord avec le flagyl. Pourquoi? Ça se donne en comprimé, c'est des comprimés à 500 mg, et ça se donne juste en 2 fois par jour, matin et soir, c'est assez pratique. Donc 2 fois 500 mg, c'est des comprimés à 500, ça tombe bien, 10 jours, et ça se donne toujours par voie orale. L'objectif, c'est d'atteindre les bactéries du tube digestif. Alternative, pour les formes plus graves, et puis dans certains pays, en particulier aux États-Unis, où il y a des formes particulièrement graves, eh bien on va donner d'emblée de la vancomycine, et c'est l'exception, cette vancomycine se donnera péros. D'accord ? Alors, donner de la vancomycine en reconstituant une suspension de vancomycine destinée à l'injectable au patient, il le prend une fois, il ne le prend pas 2 fois, parce que c'est très 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 mauvais, très amer notamment. Mais il existe un sirop avec un arôme fraise absolument horrible. Je crois que c'est fraise ou framboise, enfin fruit rouge quelconque. Et ce sirop permet quand même de donner assez facilement au patient, cette fois-ci en 4 fois par jour, ce qui est un peu plus contraignant que la simple prise du flagyl. Alors il arrive que malgré ça, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des récidives ou des rechutes, et c'est 20% des cas, donc il va falloir recommencer le traitement en se disant que le premier n'a pas été efficace. Donc 2 alternatives. La première, la plus raisonnable, c'est des cures répétées de métronidazole en associant éventuellement la vancomycine. Et puis tout à l'heure, je vous ai mentionné l'acide fusidique, vous savez, cette molécule anti-staphylococcique, eh bien, elle peut avoir son intérêt en trithérapie, là, chez des patients qui font des récidives multiples. Et puis, il y a eu une grande mode dans les années 90 qui est d'administrer des probiotiques. Vous savez, les probiotiques, c'est par exemple des levures, comme la levure de bière. On donne ça aux patients en quantité gigantesque en pensant que ces micro-organismes vont transiter dans le tube digestif et puis faire un effet de barrière. Bon, moi je pense que ces probiotiques, ces bactéries ou ces champignons qu'on donne en quantité gigantesque, ils passent exactement comme l'eau dans une chasse d'eau, et ils sortent à l'autre bout sans avoir rien fait. Mais néanmoins, il y a eu un marché extrêmement prometteur, et l'un des dérivés de ce marché, ce sont les fameux yaourts, pseudo-yaourts, dont je ne donnerai pas la marque, qui sont en petites bouteilles, qui valent très cher dans les supermarchés, et qui sont pleins de bactéries en bacillus, lactobacillus, acidophilus, bifido, machin. Ça, c'est des probiotiques. Il y a un énorme marché industriel, et ça ne concerne pas l'industrie pharmaceutique seulement, mais c'est l'agroalimentaire, et donc on considère qu'éventuellement ça pourrait être un adjuvant au traitement pour protéger le tube digestif des patients. Une chose est sûre, c'est que quand vous avez un patient qui aura une colite pseudomembraneuse, vous le verrez tout de suite, gravité des symptômes, l'odeur des selles et l'odeur de la chambre du patient, vraiment terrible, et il faudra le réhydrater et pas hésiter, ne pas attendre à l'orienter vers un service de soins intensifs. Et ne pas oublier qu'il existe des complications qui sont extrêmement graves avec une mortalité élevée, 35 à 50%, et qu'il ne faut pas retarder la chirurgie et notamment la colectomie si le patient fait un mégacolon toxique ou une perforation colique. Dernière chose fondamentale, le traitement des porteurs sains n'est pas recommandé.
Ça paraît curieux comme ça, mais il n'y a aucun intérêt à traiter les autres patients éventuellement porteurs dans un service. Quand il y a une épidémie dans un service, on va regarder dans les selles des patients, des autres s'il y a des clostridium. On sait qu'on n'apporte rien ni au patient qui est porteur sain, ni aux voisins si on traite, si on essaye de donner du flagyl ou de la vancomycine. Le flagyl et la vancomycine diminuent les symptômes de l'infection, mais ils n'empêchent pas le portage. Le patient reste porteur et potentiellement contaminant. Il y a des mesures de prévention qui sont importantes. Elles sont citées sur cette diapositive. C'est naturellement des mesures qui sont frappées au coin du bon sens. Néanmoins, si plus tard, vous vous demandez de quoi il retourne et que vous avez à prendre en charge des patients, n'hésitez pas à aller sur les sites de référence, notamment le site de l'INVS. Vous avez le lien ici d'un gros document PDF sur la prise en charge des infections à Clostridium difficile et notamment à la façon de les contenir dans les services hospitaliers. N'hésitez pas à aller voir ces sources-là pour faire les choses correctement et ne vous fiez pas simplement à votre intuition. Nous ne sommes pas des Jedi. Le diagnostic et le signalement sont fondamentaux. Les cas groupés, les infections sévères doivent impliquer obligatoirement une recherche active d'autres cas. Il faut faire des cultures bactériennes, il faut demander au laboratoire d'isoler les bactéries pour savoir si c'est du O27 et pour pouvoir comparer les souches plus tard. Et il faut faire un signalement, comme pour les staphylocoques dorés métillaires dans les unités de soins. Maintenant, quand vous avez des patients infectés, il faut les isoler géographiquement, chambre seule, précaution d'usage, port de gants, lavage des mains. Pour le lavage des mains ici, c'est plutôt la bétadine, semble-t-il, qui donne les meilleurs résultats. La désinfection des surfaces à l'eau de javel, très importante. Et puis, si vraiment vous êtes dans un établissement hospitalier qui est touché, ou si vous êtes dans un établissement hospitalier qui n'est pas touché et que vous voulez prévenir l'émergence de Clostridium difficile, eh bien, il faut absolument réviser les pratiques d'antibiothérapie, notamment systémiques, probabilistes dans les hôpitaux, diminuer l'utilisation, dans la mesure du possible, des céphalosporines de 3e génération, de l'augmentin, de la clindamycine, et maintenant, en particulier dans le nord de la France, des fluoroquinolones. Alors on guette à Rennes, Seurat ne vois-tu rien venir, on guette le clone O27 depuis 3 ans. Et activement, on a des milieux de culture spécifiques pour ça, on guette, on ne trouve pas. On a des colites pseudomembraneuses, on n'a pas de clone O27. OK, on a fait un cours très dense. La fois prochaine, ce sera le dernier cours. Ce sera un cours un peu plus récréatif, plus culturel. Ce sera le bioterrorisme, sujet gai, qui nous permettra quand même de parler de la peste et du charbon. Et puis je vous rappelle que pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, on fera un dernier cours, entre guillemets, on fera une séance en amphi dans laquelle je vous présenterai un certain nombre de petits QCM que j'ai donnés les années précédentes pour que vous ayez une idée des questions qui peuvent tomber. Non pas, je ne redonnerai pas les mêmes QCM, mais que vous voyez à peu près ce que je demande lors de l'examen. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. La semaine d'après. La semaine d'après, Jean-Michel Reymann est venu me demander si je pouvais prendre le cours du lundi entre 2h et 3h. Donc ce sera moi, un lundi, et non pas un mercredi, entre 14h et 15h. Vous serez en pleine forme, c'est parfait.